Bonjour mes chers amis, là, je suis très heureux de vous accueillir à Bruxelles dans mon bureau entouré des livres qui me nourrissent, qui sont mes amis qui m'accueillent chaque matin. Je suis très heureux de participer à cette série sur des profils d'enseignants et chercheurs juridiques et de faire avec vous un bilan réflexif qui m'aide beaucoup moi aussi. Vous souhaitez sans doute savoir d'où je viens d'abord. Je suis né en 1952 à Bruxelles dans une famille de juristes. Mon père était avocat, comme on les faisait à l'époque, des avocats qui travaillaient seuls et qui étaient des généralistes. Mais c'est bien, ça m'a confronté dès la jeunesse avec une clientèle très variée. Et j'avais déjà ce sentiment que le droit devait être mis en contexte pour être compris et aimé. Mon grand-père paternel était avocat général à Bruxelles et mon grand-père maternel était professeur de droit international public, Charles de Vicher, et il et le juge belge à la Cour internationale de justice de l'Haye. Donc, comme vous voyez, j'étais baigné dans le droit. J'ai fait des études classiques de latin-grec au Collège Saint-Boniface à Bruxelles pendant 12 ans. J'ai une grande reconnaissance à l'égard de mes professeurs qui m'ont donné une solide formation classique où notamment la littérature française, mais aussi grecque et latine, ça interviendra dans mes choix de carrière plus tard. Cette littérature a joué certainement un grand rôle, mais surtout une formation classique, une formation généraliste. Dans ma classe, mon meilleur ami est devenu un chirurgien, un médecin, donc ça montre la valeur de ces études généralistes qui pouvaient produire à la fois un juriste philosophe que j'étais et il y avait plusieurs médecins d'ailleurs dans ma classe. L'époque, donc je terminais mes études en 1969, 1970 comme on dit en Belgique. Ça ne vous aura pas échappé, donc c'était au lendemain de mai 68. L'époque était une époque très ouverte et très heureuse. J'ai bénéficié d'une éducation catholique, mais extrêmement ouverte sur le monde. C'était Vatican II, tout paraissait possible, l'heure était vraiment à une redéfinition de la société, de ses idéologies. On vivait une époque marquée par la décolonisation, par l'ouverture à ce qu'on appelait le tiers-monde. En droit international, c'était le multilatéralisme. En droit interne, c'était l'époque, le triomphe de l'État social, de l'État-providence. Donc c'était une époque à la fois généreuse, multilatérale, plurielle, ouverte sur le monde et qui n'était pas encore du tout en crise économique. C'était l'époque des Trente Glorieuses. Donc vous voyez bien le privilège inouï dont ma génération a bénéficié, à la fois une prospérité économique. On ne se préoccupait pas un instant de problèmes d'emploi, on était proche du plein emploi, et en même temps, une époque assez ouverte et solidaire, je dirais. Donc, on était vraiment né sous une bonne étoile de ce point de vue-là. Alors, voilà, mais les études universitaires se profilaient. Personnellement, ça va vous amuser, j'étais attiré par le journalisme. J'avais fait déjà à l'école du journalisme étudiant, à une assez grande échelle. On avait créé un journal pour tout le monde lycéen francophone belge, le journal L'Éveil. Et donc j'aimais beaucoup ça. J'avais même déjà une carte professionnelle à 18-19 ans. Je m'étais inscrit à des cours du soir de journalisme. Enfin, il fallait faire aussi des études universitaires. Alors, ma propension naturelle, c'était la philosophie. J'étais inscrit en philosophie. Mais en même temps, l'atavisme familial jouait et je me suis aussi inscrit en droit. C'était parfaitement possible en Belgique à l'époque de cumuler
une formation complète, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, de droit et de philosophie, à la fois parce que les gestionnaires de programmes étaient bienveillants et permettaient les cumuls, mais aussi parce qu'il y avait un certain recouvrement des matières. Donc, bien sûr, je passais des examens complémentaires au mois de septembre, après la session de juin, mais il était donc parfaitement possible de cumuler ces deux approches, et c'est évidemment ça qui a déterminé très directement ma carrière universitaire ultérieure. J'avoue que je n'envisageais pas de faire le droit autrement que dans une mise en perspective critique. J'ai aussi fait donc mes études, c'était les 2 premières années à l'université Saint-Louis, qui nous accueille aujourd'hui ici, où j'ai continué ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Puis 3 années de licence de droit à Louvain et 2 années de droit économique à l'Université libre de Bruxelles. Donc j'avais quand même ce souci d'un ancrage dans la réalité, avec vraiment un droit qui était un peu aux antipodes de mes intérêts naturels philosophiques, mais je voulais voir aussi le monde économique. Ceci dit, je n'ai pas été vraiment tenté de faire une carrière au barreau, à la magistrature, parce que immédiatement j'ai été engagé à l'université Saint-Louis, j'ai fait ma thèse en 5 ans, et puis très rapidement a suivi des nominations de chargé de cours, puis de professeur, très vite de doyen en 1982, donc à 30 ans. Voilà, donc la question ne s'est pas vraiment posée. Mon épouse était avocate. Plus tard, j'aurai un fils et une belle-fille avocats. Donc, je ne manque pas de lien avec la pratique, mais l'urgence me paraissait être plutôt une réflexion critique sur le droit. Et c'était aussi ma vocation naturelle et mes intérêts. Ceci dit, je fais une pause là. Je pense que... enfin, voilà... La carrière de chercheur puis d'enseignant que j'ai faite et que je continue à poursuivre devait choisir. Au fond, je n'étais ni un technicien, donc avocat, magistrat, pas un expert de droit, avec les sacrifices que ça représente. Voilà, le sentiment d'être immédiatement utile, d'être engagé dans des discussions, et puis aussi sans doute une carrière plus lucrative. Mais donc, je ne renonçais à ça. Mais comme philosophe du droit, je choisissais une carrière qui n'était pas non plus celle de prophète, d'intellectuel, qui se positionnait comme une espèce d'intellectuel éclairé, qui porte des jugements que mon ami le sociologue du droit Jacques Comaille appelle des jugements prophétiques. Donc ce n'était ni la position de l'expert technicien, professionnel du droit, ni la profession de l'intellectuel éclairé, proférant une parole prophétique, de l'essayiste qui a toujours le fin mot, la petite phrase assassine ou autre sur l'actualité. Et donc c'était une voie relativement ascétique, mais qui m'intéressait, celle de la recherche. Et j'en profite pour dire que la philosophie du droit est particulièrement ascétique à cet égard, parce qu'elle doit tracer sa voie entre 2 autres modèles plus courant et peut-être plus attirant, qui est celui de la philosophie politique d'un côté et de la philosophie morale de l'autre. Bien entendu, ces 3 cercles, ces 3 philosophies se recoupent partiellement, mais la philosophie du droit, qui est une technique particulière, un discours spécifique, ne se ramène ni à la philosophie politique, les rapports de pouvoir, l'État, les rapports de force, qui sont d'une certaine manière plus narratifs, plus liés à l'actualité. Donc c'est une tentation d'en parler.
De même que la philosophie du droit ne se ramène pas non plus à la philosophie morale, aux grands idéaux qui attire le droit comme à son horizon, la justice, la liberté, les droits de l'homme. Si on veut faire de la philosophie du droit, il faut dialoguer avec le politique et l'éthique, mais rendre compte surtout de son objet spécifique qui n'est ni totalement politique ni totalement éthique, qui est probablement à mi-chemin entre les deux. Voilà. Et donc, c'était cette voie finalement étroite, cette ligne de crête que je m'apprêtais à suivre. J'avais, au cours de mes études de droit, des modèles, pas nombreux, mais j'avais des modèles pour me guider dans cette voie. Il y avait à Saint-Louis déjà Michel van de Kerkhove, qui deviendra mon patron, puis mon collègue, et surtout mon ami et mon co-auteur de toute une vie, qui se situait exactement dans le même créneau, qui montrait la voie. Et voilà, qui donnait les cours de théorie générale du droit à Saint-Louis, et je deviendrai, dès 1975, quand mes sorti des études de droit, je deviendrai son assistant et puis son collègue très vite. Il y avait à Louvain un professeur assez célèbre qui s'appelait François Rigaud, qui était professeur de droit international privé. C'est une matière que vous connaissez bien, que vous pratiquez, je crois, et voilà, et qui tranchait par rapport au ton général des études de droit, à la fois parce qu'il avait cette perspective critique sur le droit, donc ce regard extérieur, et aussi en raison d'engagements sociétaux assez marqués, qui l'ont d'ailleurs en partie marginalisé, mais enfin qui en faisait un intellectuel engagé très remarquable. Et donc François Rigaud était certain un de mes mentors. Alors sur le plan philosophique, je suivais les cours à l'Institut de philosophie de Louvain, et il y a eu une chance extraordinaire, c'est que Paul Ricoeur, le grand philosophe français Paul Ricoeur, a été invité au cours des années 71-72, où je suivais les cours de philo, suite au fait des incidents de Nanterre qu'il avait marqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'incident du doyen de philo Paul Ricoeur qui avait reçu une poubelle sur la tête et qui avait reçu une forme d'asile académique ou scientifique en Belgique ces années-là, et qui était un professeur absolument remarquable. Il m'a vraiment donné le goût et la méthode de la philosophie. Suivre un cours avec Paul Ricoeur, c'était un exercice intellectuel extraordinairement formateur. Il arrivait en cours en disant je vais parler de ceci, de ça et de ça. C'est comme s'il disposait devant les étudiants les outils ou les jouets dont il allait se servir pendant l'heure qui suivait. Puis on assistait à une sorte d'élaboration conceptuelle. Il y avait une cathédrale d'idées qui se construisaient, et puis une heure après on pouvait prendre du recul et voir que tous les éléments qu'il avait mis en place au début avaient trouvé usage dans sa construction, et on se trouvait devant une synthèse extraordinaire. C'était aussi un homme de dialogue. Ça m'a beaucoup marqué pour la suite. Sa pensée est toujours une pensée qui se développe en discussion dialectique. C'est la première fois que j'utilise ce terme avec la pensée d'autres auteurs, y compris de ceux qui ne partageaient pas nécessairement ses vues. Voilà donc le bagage avec lequel j'arrivais à Saint-Louis. Pour clôturer peut-être cette évocation de ces premières années, je pouvais dire encore que au cours de ces années universitaires, j'avais poursuivi mes intérêts journalistiques en devenant rédacteur en chef d'un journal qui s'appelait le journal Péri, qui concernait cette fois-ci toute la jeunesse francophone, et donc qui ne se limitait pas au monde scolaire. Donc ça m'a beaucoup passionné. Et par ailleurs, lors de mes années à Saint-Louis, j'ai fait campagne pour devenir président de l'association des étudiants, ce qu'on appelait le Centre d'action universitaire.
Et j'ai été élu après une campagne assez musclée, et ça m'a bien intéressé aussi, et ça m'a littéralement ancré dans cette université. Je me rappelle que mon slogan de campagne, c'était « Habiter Saint-Louis », et je ne croyais pas si bien dire, puisque nous sommes combien d'années plus tard, quelques décennies plus tard, et j'habite toujours Saint-Louis, donc ce bureau qui nous accueille aujourd'hui.